Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence. Aujourd'hui, on va parler gastronomie, comportement des consommateurs. Qu'aiment manger les Français? Quel est leur rapport à la gastronomie et à la table? Pour cela, j'ai trois invités. Je rappelle que c'est une émission qui est en partenariat avec le Club de la Table Française. Trois invités, donc Mathieu Lafay, bonjour. Bonjour. Un habitué du plateau, chaque jour avec nous pour une émission, un thème. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire général du Club de la Table Française. Et vous avez fait une étude pour les 10 ans du club, une étude CSA, l'intérêt porté par les Français à la gastronomie française. On va en parler bien sûr. Et puis à ma gauche, Marie-Laure Eustache, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication du think tank Agridé. Absolument. Voilà, vous autour des problématiques de l'agriculture, de la consommation, toutes ces choses-là. Absolument, on étudie les tendances au XXIe siècle de l'agriculture, des consommateurs. Et voilà, on essaie d'analyser un petit peu tout ce qui se prépare. Et on va matcher ça donc avec l'analyse du Club de la Table Française. Et puis, à ma gauche toujours, bonjour Eddy. Eddy Fougier, vous êtes politologue et consultant. Oui. Et vous vous intéressez en particulier aussi au comportement des consommateurs, au mode vegan, à tous ces sujets. Au mouvement protestataire et aux attentes sociétales, effectivement. Voilà, le mouvement protestataire dans l'assiette, c'est nouveau, ça arrive. Mathieu, on va commencer donc avec l'étude que vous avez menée. Rappelez-nous rapidement le contexte. Alors le contexte, c'est les 10 ans d'un club, le Club de la Table Française, qui travaille de manière concertée avec l'ensemble des acteurs qui font la gastronomie, les producteurs, les transformateurs, les chefs cuisiniers, les arts de la table, jusqu'au tourisme gastronomique, pour réfléchir à valoriser notre gastronomie, qu'on ne soit pas dans l'agro-bashing, le food-bashing, mais plutôt dans la promotion et la valorisation de ce qui est une de nos caractéristiques. On est positif sur ce que l'on a, sur ce à quoi les Français tiennent autour de la table. Et je vois d'ailleurs devant moi qu'il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent pour écouter. Le sujet intéresse. Premier point qui est plaisant, j'ai envie de dire. À une époque, on veut aller vite, manger toujours plus vite, être toujours interactif avec beaucoup de choses. Les Français, semble-t-il, apprécient le repas à table. Tout à fait. C'est une des bonnes surprises de cette enquête. On se rend compte que pour 65% des Français, c'est-à-dire 2 Français sur 3, le plaisir de se retrouver tous ensemble autour de la table est absolument essentiel. Et on peut se retrouver en famille, on peut se retrouver entre collègues, on peut se retrouver avec ses amis. Et dans tous les cas, c'est pour le plaisir. C'est une nécessité que pour 31% des Français et facultatif que pour 4% d'entre eux. Donc on voit bien cet intérêt, ce caractère essentiel. Le repas, synonyme de plaisir, effectivement, pour 50% des Français. Le plaisir, ça rentre 34%, je crois, des Français, c'est placé en première position. Donc voilà, se retrouver à table, tout simplement pour manger et y trouver du plaisir, c'est bien. Ensuite, Mathieu, qu'est-ce qu'on a comme chiffre intéressant? On a une chose qui m'a bien plu, c'est que les Français aussi aiment beaucoup recevoir. C'est quelque chose de très important. La table, c'est aussi une occasion de recevoir. C'est le plaisir de recevoir, c'est le plaisir de partager un moment, c'est ce qu'on a appelé la commensalité. Et c'est effectivement quelque chose qui est profondément ancré dans l'esprit de nos concitoyens, qui sont très attentifs à ces valeurs de partage et donc de transmission. Et c'est effectivement l'autre enseignement de l'enquête, c'est que cette transmission, elle se fait par le biais essentiellement des grands-parents, mais aussi des amis, beaucoup plus que par le biais de nos chefs cuisiniers, aussi talentueux soient-ils. C'est d'abord et avant tout la famille, les amis et les grands-parents qui transmettent ce plaisir. Et les grands-parents, effectivement, qui transmettent encore beaucoup l'art et la manière du plaisir de manger, de cuisiner. Les parents, peut-être, doivent faire attention, rester vigilants pour continuer à perpétuer peut-être cette tradition. C'est quelque chose d'important. Oui, c'est quelque chose d'important et on voit bien d'ailleurs dans les chiffres sur le plaisir et le temps consacré à la cuisine. Si 97% des Français pensent qu'il faut prendre du temps pour cuisiner, on en a 53% qui disent qu'effectivement ils vont cuisiner tous les jours ou presque. 36% qui disent bon, le week-end j'ai le temps de cuisiner. Oui. On n'a que 8% qui disent j'ai jamais le temps de cuisiner. Et donc c'est pour ça que quand on croise ce chiffre avec celui de la transmission, effectivement on a plus de temps pour cuisiner que lorsqu'on est grands-parents, que lorsqu'on est parents.
Et donc il faut être vigilant à ne pas sauter une génération et que tout le monde soit concerné par ce sujet. Merci pour ces premiers chiffres. On reviendra avec vous bien sûr sur d'autres informations. Marie-Laure Eustache, Eddy Fougier, vous partagez vous avez le même écho dans ce que vous recevez. Quelle est un peu la façon dont vous voyez les choses? Alors, je réagis en premier à ce que disait Mathieu. Effectivement, Mathieu insistait sur la pédagogie faite par la famille, les grands-parents et parents. On constate aussi qu'il y a un rôle de l'école à jouer, parce que je crois que dans votre sondage, Mathieu, les jeunes sont un petit peu moins sensibles à la gastronomie, aux repas, aux produits de qualité. C'est un peu dommage. Donc, il y a aussi un effort à faire du côté de l'éducation nationale. Notre think tank Agridé a publié en 2015 une note de proposition qui s'appelle « Bien manger, cela s'apprend et prend du temps », où on soulignait l'importance du langage à l'école pour apprendre les produits. On suggérait même le retour de la leçon de choses au XXIe siècle, apprendre aux petits enfants qui mangent à la cantine d'où vient un produit régional, comment on fait pousser une pomme, d'où vient le raisin, le lait. Donc il y a vraiment cette pédagogie-là à mettre en place. Alors, un petit bémol personnel, en tant que père de famille aussi, il est dommage peut-être qu'on essaye de reporter ça aussi sur l'école, alors qu'au sein de la famille, on doit pouvoir d'abord, comme on élève ses enfants, lui apprendre à ses enfants à faire cuire un œuf et à découvrir des produits. Mais saviez-vous, Ivar, que nos jeunes élèves, il y a 20 ans, 30 ans, avaient des cours de cuisine dans les collèges. Il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je ne l'ai pas connu. Moi, je l'ai connu. Moi non plus. Moi non plus. Mathieu l'a connu, il y avait des cours de cuisine. Et juste avant, pour terminer, mais peut-être que j'y reviendrai avant de passer la parole à Eddy, je voulais dire que depuis notre note de think tank qui a été publiée il y a 4 ans, il y a une autre tendance de fond qu'on avait un petit peu perçue, et depuis les applications sont passées par là. Les consommateurs reprennent la main sur leurs assiettes. Alors peut-être ceux qui sont un peu privilégiés au niveau des revenus, et moi je dis que les consommateurs reprennent la main sur leurs assiettes, et ben c'est tant mieux pour les agriculteurs, et c'est pour ça que j'ai envie de les appeler des agri-mangeurs, les consommateurs. Voilà. Allez, va pour un mot nouveau. Eddy Fougier, votre point de vue là-dessus, vous avez une analyse aussi pointue sur le comportement des consommateurs? Et plus généralement, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement un certain nombre de tendances sociétales. Et là, on voit deux tendances dans ce qui vient d'être dit. La première, c'est qu'effectivement, beaucoup d'individus, même la plupart, ont l'impression de ne plus rien maîtriser et d'être dans un monde extrêmement stressant. Et l'alimentation est l'un des seuls domaines que l'on peut maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les consommateurs sont aussi vigilants sur le bien-être animal, sur la santé, sur l'impact pour l'environnement de leur alimentation. On aura l'occasion d'y revenir. Le deuxième aspect, c'est effectivement la dimension hors sol, je dirais, hors stress, hors vie courante du repas. Et c'est ce qui a été mentionné ici, c'est cette idée de partage, de transmission, on se retrouve ensemble. Alors il faut regarder effectivement la différence aussi entre ce que les gens déclarent à ce propos et la réalité, parce que quand on regarde par exemple la consommation de la restauration ou la consommation des sandwichs génération par génération, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, on mange de plus en plus à l'extérieur de chez soi. Pour des questions de vie pratique, souvent pour des questions de vie pratique. Je pense qu'il y a une sorte de nostalgie du repas familial du dimanche qui ne correspond peut-être plus vraiment à la réalité, mais en tout cas... Il y a parfois du paradoxe dans les réponses par rapport à la réalité. Il y a cette appétence pour le slow. On parle de slow food, on parle de slow tourisme. Maintenant, il y a effectivement, c'est une tendance que l'on sent venir de plus en plus. Il y a aussi d'autres tendances, bien sûr, les véganes, les haltères, enfin bref, il y a plein de mouvances qui tendent à supprimer des aliments, des produits. C'est une sorte de réaction peut-être aussi. C'est le sans gluten, sans sel, sans sucre. Sans gluten, le sans sucre, le sans viande, Eddy. C'est à la fois effectivement cette obsession de la maîtrise de son alimentation, avec cette crainte tout simplement par son alimentation d'avoir une maladie chronique, d'avoir un cancer pour aller vite, et de faire mal à la planète ou aux animaux. Mais c'est aussi pour moi le symptôme d'une individualisation de plus en plus grande de la société. Et effectivement, le repas du dimanche qui est mis en valeur dans le sondage qui a été mentionné ici va être de plus en plus compliqué, parce qu'il va falloir un repas sans gluten pour l'un, sans pesticides pour l'autre, sans viande pour le troisième, et la commensalité, l'idée de partage
est compliqué parce que il y a encore une fois cette presque obsession de la pureté que certains sondeurs ont identifiée et cette individualisation des choix alimentaires. Marie Russache. Non, je complète ce que dit Eddy. Alors heureusement, ça concerne un petit pourcentage de Français encore, et on se bat encore pour notre gastronomie, nos bonnes habitudes. Alors il y a une tendance de fond aussi, on a beaucoup parlé de flexitarisme, hein. La filière viande a complètement revu sa communication, et ça c'est un vrai signal de dire aux gens de manger moins de viande et mieux de viande. C'est une petite révolution, je trouve, qu'on peut signaler, et qui fait partie effectivement de ces signaux, de ce que je disais, du consommateur qui reprend la main sur son assiette et qui a envie de mieux manger pour sa santé et pour le bien-être animal, toute cette prise de conscience. On a beaucoup de filières comme ça qui revisitent leur communication. Vous parliez de la viande, le lait aussi pareil. Oui, tout à fait. Remet en place une communication, et des nutritionnistes aussi rappellent peut-être des basiques. Voilà, les produits laitiers, le lait n'est pas une mauvaise chose. Il y a du calcium, il y a plein de bonnes choses dedans aussi. Donc, mais d'une manière générale, il y a quand même un frein, c'est le prix au bon produit. La réalité veut que lorsque l'on interroge les gens, bien sûr, tout le monde veut manger des produits de qualité, produits à proximité, dans de bonnes conditions, que tout le monde gagne sa vie. Mais malheureusement, quand le portefeuille doit s'ouvrir pour payer, la réalité veut que on achète aussi un prix, malheureusement, par contrainte. C'est un critère qui vient en premier, Ivar, excusez-moi, tout à fait. Et effectivement, on dit souvent que beaucoup de Français font leurs courses à 1 euro près. Les étudiants disposent de 3 euros par jour pour leur déjeuner, même beaucoup moins, ce qui est en dessous de la moyenne nationale. Et puis souvent, 65% des étudiants sautent un repas régulièrement. C'est ce qu'on avait signalé dans l'étude. Pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques et d'éducation, je pense que c'est important de dire aussi qu'on peut très bien manger avec un petit budget. Et il y a toute une pédagogie qui est en train de se mettre en place, Mathieu confirme, il faut jouer ce rôle-là pour apprendre à mieux cuisiner, à bien cuisiner les aliments, les produits de saison, les produits locaux de qualité. C'est possible. Ça aussi, participer, communiquer sur le fait qu'on peut manger convenablement des produits avec des budgets avec un produit plus raisonnable. Tout à fait. Et ce que tu as dit sur la viande avec la communication revisitée de la filière, cette moindre consommation pour une consommation plus qualitative, qui offre peut-être d'ailleurs plus de plus-value pour nos agriculteurs. C'est ce qui s'est passé dans le monde du vin, où la consommation a diminué au fil des décennies. Elle est de plus en plus qualitative, et c'est sans doute bon à la fois pour la santé de nos compatriotes, mais aussi pour la santé économique de nos exploitations, puisqu'on valorise la qualité de nos produits. Et s'il y a bien une chose que la France a intérêt à valoriser, c'est cette qualité, c'est cette faculté que le pays a à faire rêver peut-être aussi les touristes étrangers qui viennent en France, ou les étrangers lorsqu'ils pensent à la France, c'est qu'on est réputé comme un pays de gastronomie, et étant un pays de gastronomie, on est réputé sur la qualité de nos produits, de nos savoir-faire, et donc à nous de savoir valoriser ces savoir-faire, et c'est parfois un peu difficile, parce qu'effectivement la course au prix bas n'a pas forcément mis en avant les savoir-faire et la qualité, mais les consommateurs aujourd'hui demandent de la qualité, et d'ailleurs le slogan du club c'était de la fourche à la fourchette, mais il faudrait qu'on l'inverse. Il faudrait qu'on parte plutôt de la fourchette pour aller à la fourche, puisqu'aujourd'hui, il faut mettre dans l'assiette des consommateurs ce qu'ils attendent. Élie Fougier, il nous reste peu de temps, il nous reste 2 minutes. Vous avez une petite anecdote sur une expérience qui a été menée dans une cantine, je crois, où on proposait différents menus. C'était open bar, dans le sens où les clients de cette cantine-là pouvaient choisir le menu. Dites-nous ce qu'il en est. Exactement, ça a duré 2 semaines, il y avait 1000 personnes qui étaient concernées, 3 menus, un menu environnementalement correct, avec 0 émission de carbone, un menu PNNS, c'est-à-dire un menu très bon pour la santé, et un menu aux goûts locaux avec des producteurs bien visibles. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a un écart entre le déclaratif, le citoyen et le consommateur. Et là, en l'occurrence, le consommateur a choisi plutôt le 3e type de menu, c'est-à-dire un menu bon au goût, un menu la gastronomie française. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi à un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, le bio, les AMAP et autres, c'est un facteur de distinction sociale. Et le mouvement des Gilets jaunes a bien montré à quel point, effectivement, ces mêmes personnes aspirent à de la qualité, mais n'en ont pas les moyens.
Marie Rostache, un petit mot? Alors pour terminer, non, moi ce qui me donne espoir, c'est qu'il y a quand même des indicateurs. On sait que Kraft Foods aux États-Unis, qui produit le ketchup Heinz, les jus de fruits concentrés et autres macaronis en boîte ultra transformés, va pas très bien en ce moment. Donc même aux États-Unis, il y a ce réveil-là. Alors peut-être chez certains consommateurs et pas tous. J'espère qu'il y aura un effet d'entraînement, mais moi je suis optimiste comme Mathieu et je pense qu'en plus en France, on peut vraiment aller sur cet élan-là. En tout cas, il y a une prise de conscience de la réalité. Il faut manger mieux. Les producteurs, au sens large, essayent aussi d'aller dans cette direction. Donc, soyons optimistes, j'ai envie de dire. Au moins, la conscience est là, Mathieu. Et puis, je crois que c'est une chance pour la France d'avoir ce capital culturel et économique. Donc, profitons-en. On a eu la chance peut-être d'être moins touché par l'ultra transformé que d'autres pays, d'autres cultures alimentaires. Profitons-en. Profitons-en et essayons effectivement de garder le plus de naturalité possible dans nos assiettes. Et ça, c'est à nous tous de nous battre pour ça. Merci à tous les trois d'être venus Yva. sur ce plateau. Merci. Et puis pour retrouver les chiffres de l'étude qui a été réalisée pour les 10 ans du Club de la Table Française et CSA. En ligne sur le blog du club. Voilà, tout à fait. Club de la Table Française. Avec une étude complète sur l'intérêt que portent les Français à la gastronomie et la cuisine française. Merci. Merci Yva.